tous et merci d'être là. J'aimerais vous dire que ce cours obligatoire, ce n'est pas de la théorie. C'est une réalité pour ma famille, c'est une réalité pour mes enfants. Parce que déjà, mon fils aîné va à l'école, il est en maternelle, le deuxième ira l'année prochaine et il y en a un troisième qui y va. Donc, j'estime que comme tout le monde ici, nous n'avons pas le choix que d'exposer les contenus de ce cours. Ce faisant, nous défendons nos droits, nous défendons les intérêts de nos enfants et nous défendons les intérêts de tous les enfants du Québec. C'est très important, c'est notre famille élargie, c'est notre patrie, c'est notre nation, ce sont nos enfants, tous. Et je parle aujourd'hui avec la plus haute autorité qui existe, c'est l'autorité de parents. Vous savez, l'éducation sexuelle, c'est très important. Nous ne sommes pas... Merci. Ne pensez pas pour un instant que l'Association des parents catholiques du Québec soit contre l'éducation sexuelle. Nous sommes contre ce cours d'éducation sexuelle, obligatoire. Ceci dit, nous estimons que c'est aux parents d'adresser ces sujets selon leurs valeurs. J'ajoute que la PCQ est formellement contre l'intimidation, nous sommes contre la discrimination, nous sommes contre la transmission des maladies ou infections vénériennes ou par le sang, nous sommes contre les grossesses juvéniles. Ce sont des objectifs du programme et nous sommes 100% en accord avec ces objectifs. Le moyen d'y arriver, par contre, est différent. À la PCQ, nous croyons en l'amour et nous défendons la famille. Pour les croyants, les relations sexuelles font partie d'un projet familial dans le contexte d'un mariage. Ça, c'est notre vision. D'autres peuvent défendre d'autres visions. Nous, on défend celle-là. On pense que c'est la meilleure. Nous sommes ici aujourd'hui parce que le gouvernement du Québec veut imposer sa vision, sa vérité sur nos enfants. Alors, explorons cette vision-là, explorons ce programme. Le mot « explorer », c'est un mot très populaire dans ce programme. Alors, explorons ces faussetés médicales, explorons ces attaques à la pudeur, explorons ces attaques à l'innocence des enfants. Explorons aussi ces entorses à l'ordre naturel et aux règles sociales et à notre foi. Jusqu'à récemment, les étudiants apprenaient la biologie du corps humain, la reproduction et les changements liés à la puberté. Aujourd'hui, l'État québécois veut enseigner aux enfants que l'homme et la femme sont des constructions. Ça n'existe pas. Que la sexualité existe dès la naissance, c'est ce que nos autres panélistes nous ont démontré. C'est faux, elles nous ont montré que ce n'est pas vrai. C'est une fraude scientifique. Et que les identités se construisent. Ce sont des inversions de la réalité. Et tout le reste découle de ces mensonges. Il y a une chose assez curieuse. Et j'ai rédigé cette présentation avec l'aide de Gina. Cette diapositive, on voulait démontrer que ces cours viennent de l'UNESCO, de l'OMS ou des officines des Nations Unies. Mais avant d'écouter la présentation de Mme Sigaud, je n'avais pas compris à quel point c'était vrai. Elle parlait du cours des Nations Unies et franchement, elle parlait du cours québécois. Hein? C'est vraiment, c'est inouï, it's uncanny. Comment ça? Comment ça se fait qu'on a toutes ces références? Parce qu'il faut dire, nos programmes, il y a des tableaux. Pour le primaire, il y a 14 pages. Ensuite, il y a les références, des pages de références. Et le programme au secondaire, il y a 24 pages. Et ensuite, les références. Et des références, beaucoup de références. Comment ça se fait qu'avec toutes ces références, tous ces experts, ils nous livrent le programme qui a été écrit aux Nations Unies et d'inspiration keynesienne, hein? C'est parce que l'Institut Kinsey a le statut de conseiller aux Nations Unies, à l'UNESCO, à l'ECOSOC, hein? Les conseils économiques et social, et le Canada a voté pour ça, hein? Ils ont voté pour ça. Donc, comment ça se fait? On a tous ces experts et c'est le même programme. Allez voir. Ils doivent... Bref. Moi, je pensais qu'ils lisaient les mêmes références. Finalement, ils ont copié les Nations Unies. Bon. Posez-vous quelques questions. Pas besoin de me répondre, mais dans votre fort intérieur, est-ce que c'est raisonnable que les filles... Est-ce que c'est normal d'enseigner que les filles et les garçons ont des parties privées qui donnent des sensations de plaisir au toucher? Est-ce qu'il est normal d'enseigner explorer et toucher, qu'il est normal d'explorer et toucher les parties de son corps?
est-ce que c'est normal d'enseigner que toucher et se frotter les organes génitaux s'appelle la masturbation? Que celle-ci ne fait aucun mal mais doit être faite en privé? Que des messages sur la sexualité et le genre sont transmis par les cultures et par les religions des personnes? Maintenant, ce sont tous des vérités. Mais lorsqu'on a 8 ans, est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est pas dans le programme. C'est pas dans le programme, mais j'ai tout un texte, je ne vais pas le lire. Finalement, l'image est évocatrice. À un moment donné, à un certain âge, les enfants ne veulent pas savoir de l'autre sexe. OK? On disait, ah, les filles sont dégueu, ou les gars sont dégueux. Et ça, c'est pas pour une période de 6 mois. Pendant des années, c'est comme ça. We used to say girls have cooties, right? This is not what it is. Well, cette période de latence, on ne la trouve pas dans le programme. C'est tout ce que je veux dire à ça, pour ne pas perdre du temps. Bon, tout le monde connaît cette chanson. Tête, épaules, genoux, orteils, genoux, orteils, genoux. Head, shoulders, knees and toes. That limerick, the child limerick. Bon, j'aimerais vous préciser que le mot vulve ne me dérange pas. OK? Le mot testicule ne me dérange pas non plus. C'est pas grave. Mais il se peut que nous ne soyons pas choqués de ces choses-là. Peut-être quelques personnes ont de la gêne, peut-être tous, je ne sais pas. Moi, j'ai né là-dedans depuis quelques temps. Mais les enfants, c'est pas pareil. Les enfants ont des barrières naturelles. Nous, nos inhibitions ont été érodées avec le temps. OK? Ce n'est pas le cas avec les enfants de 5-6 ans. Okay, alors vous verrez qu'avec ce programme, à chaque année, la dose augmente. Les barrières sont progressivement érodées jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Bon, là on rentre dans le vif du sujet. Okay? Les informations ici viennent directement du programme du site des ministères de l'Éducation. Je vous ai dit tantôt, il y a des 14 pages et des 24 pages. On a essayé de synthétiser. En arrière-plan, il y a une image du tableau du gouvernement et on a sorti quelques éléments ici. Okay? On nomme les parties du corps. Je vais les nommer pour vous. Partie du corps fille, vulve, sein, ovaire, utérus, vagin. OK? Bon, ça veut dire qu'on va demander aux enfants de connaître la différence entre vulve et vagin. Je ne suis pas convaincu que tous les adultes la connaissent, cette différence. Partie du corps garçon, pénis, scrotum, testicule. On est à 5-6 ans. Type d'accouchement, vaginal, césarienne. Diversité des modèles de famille. Famille nucléaire, monoparentale, homoparentale, adoptive, reconstituée. Ensuite, décrire en tes mots, ce sont des directives, comment se fait un bébé. C'est l'union de l'ovule et du spermatozoïde. C'est bien, mon fils va apprendre à dire spermatozoïde. Exprimer ses besoins et ses souhaits. S'exprimer quand il éprouve des sensations agréables et désagréables. Bon, adressons ces sujets. Quel est l'intérêt de nommer les parties du corps de leurs noms techniques médicaux? Selon le ministère de l'Éducation, ça aide à développer une image corporelle positive et à prévenir les agressions sexuelles. Moi, je me demande si on ne dérobe pas l'intimité des enfants en exposant les mots des génitaux devant une classe de 20 ou 30 élèves. Je me demande aussi pourquoi on enseigne la différence entre un accouchement vaginal et par voie césarienne. Le bébé doit sortir de quelque part, je sais, mais est-ce nécessaire de l'expliquer à cet âge-là? Qui va comprendre c'est quoi une césarienne à 6 ans? C'est trop d'informations, il me semble. Ensuite, on enseigne les différents modèles de famille. Ils existent, c'est vrai qu'ils existent. Donc, il faudrait les normaliser, oui. Le but est de réduire la discrimination. On est contre la discrimination, je rappelle. C'est de faire en sorte que chaque enfant sente qu'il vient d'un milieu qui est normal. Donc, l'homoparentalité existe, c'est légal. Donc, les enfants doivent comprendre que ce modèle familial est aussi valable que le modèle d'un homme et d'une femme mariés en Église. Comme si, à 5-6 ans, les enfants voient ces différences. Ensuite, dans le cours d'éducation sexuelle, les enfants doivent apprendre à exprimer leurs besoins et leurs souhaits. Ne capotez pas, hein? Bon, je crois qu'ils veulent dire qu'ils vont apprendre à exprimer quand ils sont tristes et ont besoin d'un câlin. Je pense, j'espère que c'est ça que ça veut dire. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, c'est correct. Mais réellement, est-ce nécessaire d'enseigner ça? Tu es triste, fiston? Viens, ça va.
Ça suffit. On peut donner un câlin, c'est correct, ça se fait naturellement. Et vous savez, vous avez peut-être remarqué que nulle part on a vu le mot amour sur cette première page du programme. Et ce n'est pas fait par exprès. Je n'ai pas volontairement coupé ce mot. Il n'est pas dans le programme. En effet, c'est dès la maternelle que le programme détache le corps et l'âme. Nous, on s'oppose à cette façon de faire, car l'enfant doit savoir qu'il vient de l'amour. Ok? La vie de l'enfant a un sens parce qu'elle vient de l'amour et non pas des organes sexuels. Un enfant, vient-il de l'union de son papa et de sa maman, ou est-ce qu'il vient du spermatozoïde et de l'ovule? C'est comme pas adapté à l'âge. Ça manque la dimension spirituelle. Bon, il faut savoir que le programme du gouvernement, il y a la matière et ensuite il y a les notes aux profs. Okay? Le gouvernement ne dit pas aux profs comment enseigner, mais il lui donne des notes explicatives. Je vais en lire quelques-unes. Les enfants qui savent les noms de leurs organes sexuels ont une meilleure chance de développer un sentiment de fierté à l'égard de leur corps. Les enfants qui ne connaissent pas les faits sur la grossesse et la naissance inventent leurs propres explications, souvent basées sur des mythes. Et l'autre qu'on a sorti, parler de ces organes sexuels permet, 1, de répondre à la curiosité naturelle des enfants, et 2, de leur offrir un vocabulaire pour poser des questions et dénoncer les abus. Je vous rappelle qu'on est toujours à 5-6 ans. Donc, quelques questions pour vous, et répondez juste avec votre gros bon sens, hein, oubliez catholique, c'est juste votre gros bon sens. Est-ce que croire à la cigogne va faire tellement de mal à un enfant de 5 ans qu'on est mieux de lui parler de spermatozoïdes et d'ovules? Est-ce que savoir dire pénis va-t-il mieux prévenir les agressions pédocriminelles que le mot zizi? Est-ce que pouvoir identifier les parties de son corps, c'est réellement créateur d'estime de soi? Pas sûr, pas sûr. Est-ce que apprendre que le modèle homoparental existe est la meilleure façon de prévenir la discrimination contre les enfants issus des couples homosexuels? Notre réponse à toutes ces questions est non. La CSQ, la CSQ, c'est la centrale des syndicats du Québec. Elle est incontournable, ok? Elle représente un certain nombre, disons, un nombre important de professeurs d'école et elle propose des ressources. Il y a des livres recommandés. Pourquoi je parle des livres qui ne sont pas dans le programme? C'est parce que le gouvernement donne des objectifs d'apprentissage. Le gouvernement ne dit pas comment enseigner, il donne des objectifs. L'enfant est là, il doit arriver là. Alors, un prof peut aller comme ça, un autre prof prendra un autre sens, et encore un autre prendra un sens tortueux. C'est la nature du gouvernement. Ils ne peuvent pas dire comment faire les choses. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réinventer la roue, nos professeurs, ou est-ce qu'ils vont utiliser les outils qui sont mis à leur disposition par leurs syndicats, par les maisons d'édition, par leurs commissions scolaires? Et les commissions scolaires cherchent leur matière d'où? Tout le monde sait comment ça marche. Les compagnies d'édition s'organisent, écrivent des livres, et disent, ben ça correspond au programme, regarde. Ah oui, ça correspond, bon, on va l'utiliser. Non, tout ça correspond. OK? Donc, voici une suggestion de livre, jeunesse, pour les centres de la petite enfance, les CPE, du préscolaire et du primaire. On est en plein dans notre programme. Le livre s'appelle « Je veux un zizi ». Moi, je pensais qu'il fallait dire pénis, mais on va leur pardonner cette petite entorse aux objectifs gouvernementaux. Voilà. Le livre est contraire à la logique. En regardant un peu cette image, on a une fille qui lève sa robe. Bon, c'est pas si grave là. Elle porte des sous-vêtements. Mais quand même, c'est obscène. Il y a un garçon qui met un ballon, ou je sais pas, des coussins, quelque chose dans ses habits, pour simuler, il dit moi j'aimerais bien avoir de bébés dans mon ventre. C'est même pas du bon français. J'aimerais avoir de bébés. Ok. Ensuite, l'autre, la fille qui dit si j'ai un zizi, je ne serai pas obligé d'avoir un ventre gros comme un ballon pour avoir des bébés. Ok, c'est ludique, c'est rigolo, c'est comique, très bien. Mais ce livre, contraire à la logique, inverse les rôles de manière ludique
justement pour remettre en question, remettre carrément les normes et la nature. L'enfant se fait raconter des mensonges pour comprendre que sa sexualité n'existe que dans sa tête. Il dérobe les enfants, en notre opinion, de toute loi biologique et psychologique. Et si vous me dites, ah, c'est pas dans le programme du ministère, j'ai dit, il n'y a pas d'outils. C'est ça les outils. Les outils qui existent et d'ailleurs qui sont utilisés maintenant, et j'en donnerai un exemple plus tard. Alors, passons, j'ai des références en passant pour ces livres, j'ai des références à tout. Demanderez, on va fournir, on va mettre sur notre site internet. Bon, pourquoi est-ce qu'on enseigne ces choses-là à la maternelle? Ok? Je vais vous proposer une piste en lisant une citation d'une dame qui vendait des avortements à commission chez Planned Parenthood et qui a ouvert une demi-douzaine de cliniques plus tard. Je ne veux pas parler d'avortement, ok? Tout le monde connaît la position de l'Église dessus et je ne veux pas m'y attarder. Mon but est de relater ses propos quant à ses motivations financières sur la propagande et l'éducation sexuelle. Elle s'appelle Carol Everett et elle explique que l'organisme des cliniques d'avortement, Planned Parenthood, crée une demande pour ces services d'avortement par le biais de l'éducation sexuelle à l'école. Elle n'en fait plus de ces choses-là. C'est pour ça qu'elle en parle aujourd'hui. Alors, pourquoi on enseigne ces choses-là dès la maternelle? Elle explique. Nous commencions à partir de la maternelle et le but était de faire disparaître la modestie naturelle chez l'enfant. L'éducation sexuelle était calculée pour créer une division entre l'enfant et les valeurs de leurs parents. OK? Passons au prochain groupe d'âge. Je vous rappelle, peut-être les couleurs changent, mais cette page fait partie du programme. On trouve ces mots dans les notes au professeur. OK? On demande aux profs d'inciter les jeunes à aller au-delà des stéréotypes sexuels dans l'expression de leur sexualité. Je vais lire. Donnez, la partie bleue. Donnez des exemples des rôles sexuels associés aux filles et aux garçons. Prendre conscience des diverses façons d'exprimer sa féminité et sa masculinité au-delà des stéréotypes sexuels. Donc, la déconstruction des stéréotypes féminins et masculins, on estime que c'est sérieux. L'enfant est confronté à la redéfinition de son être. À terme, ça dénigre la famille traditionnelle, car un homme n'est plus un homme et une femme n'est plus une femme. Un autre livre progressiste, écrit par la même sexologue Jocelyne Robert, la même que tantôt, est fait pour le programme scolaire québécois. J'aimerais vous dire que jouer au docteur, beaucoup d'enfants le font, c'est correct. Mais on garde les habits, s'il vous plaît. Les parties intimes, c'est très privé. Et il faut tenir aux règles de décence. Lisons ce livre. Hein? Alors, je vais vous décrire la scène pour ceux qui ne peuvent pas voir. Le livre s'appelle « Ma sexualité de 0 à 6 ans ». Donc, il y a une fille debout sur un tabouret qui relève sa robe. Elle est nue en dessous. Il y a deux garçons qui regardent, un habillé en docteur qui tient une loupe et qui regarde ses parties génitales, hein, disons-les comme c'est, sa vulve. Et un autre garçon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il tient dans la main, ça a l'air d'être une baguette magique. Hein. Alors, celui qui joue au docteur, il dit « Hum hum, vous n'êtes pas bien malade, madame », en regardant sa vulve. Et l'autre dit « Juste un petit rhume, pas besoin de piqûre ». Qu'est-ce que ça veut dire? 7-8 ans. Vous êtes peut-être sous l'impression d'avoir vu un tableau avec les mêmes informations dans une diapositive précédente, mais je vous assure, ce n'est pas la même. Ça, c'est pour les 7-8 ans. Okay? Ça augmente, comme j'ai dit tantôt, en petites doses. Je vous lis la diapo. Okay? Organes sexuels garçons. Il y en a plus. Testicules, urètre, pénis, scrotum, prépuce, anus. Organes sexuels filles. Ovaire, utérus, trompe de Fallope, vagin, vulve, sein, urètre, anus. Puisque Judith tantôt vous a posé des questions, je vais vous poser des questions aussi. Là, on va jouer un petit jeu. J'aimerais voir vos mains. Qui ici croit que le prépuce est un organe sexuel? J'ai pas vu de main.
Personne? Il faudrait informer le gouvernement. Y a-t-il autre chose dans cette diapo? Ben, on l'a écrit. Oui, l'anus. Moi, je ne suis pas un expert. Est-ce qu'il y a un docteur dans la salle? J'ai vérifié Stedman's Medical Dictionary en passant. Je n'ai pas trouvé que l'anus est un organe sexuel, mais il y a peut-être quelqu'un qui peut le confirmer. Attends, je voudrais dire quelque chose. Oui. Y a-t-il un anus mâle et un anus femelle? Ah, est-ce qu'il y a un anus mâle et un anus femelle? C'est une bonne question. C'est flexible. Oui, il y a de la fluidité et tout. Je ne sais pas. Ça dépend du genre. Ouais. Moi, je pensais que le genre, c'était Construction sociale. pas une construction sociale. Non, je veux dire, pour moi, c'est pour des règles de grammaire, le genre et le nombre. C'est pas le masculin et le féminin. Bon, voilà. Bon, revenons à nos affaires. Ok? L'anus n'est pas un organe sexuel, je vous le confirme. Ok? On a demandé, on a regardé. Mais vous savez, the stork, yes, the stork maybe. Ok, autre chose sur cette page, on va faire éclater l'innocence en parlant de relations sexuelles, parce que là, relations sexuelles, on parle de pénétration, ok? On parle de nouvelles technologies reproductives, ok? On parle de sensations agréables, on parle de sensations désagréables. Bon, tantôt j'ai dit ne virez pas fou, on parlait de câlins et de quoi, mais là, on est littéralement dans la même page, au même groupe d'âge, dans la même section que pénétration, reproduction, anus. Ok? Il ne faut pas croire que nous sommes des gens rétrogrades, on voit des complots partout. Non, le programme du gouvernement met ces notions-là ensemble sur la même page pour le même groupe d'âge. Ok? Sensation désagréable ou agréable, on parle de quoi? Mais on commence jeune et on répète ces choses-là. Et à chaque année, on agresse la psychologie de l'enfant et on érode ses barrières naturelles. Un jour, peut-être il est malade quand il écoute ça, parce qu'il sait à l'intérieur de lui que ce n'est pas normal. Mais à terme, après le système scolaire, il ne le pense plus. Tout ça, c'est bien. OK? Alors, on ne parle plus de caresses, là. 8 à 12 ans, les directives aux profs. La sexualité présente dès la naissance. Stop. Kinsey. C'est Kinsey. On a vu ça avec Madame Reisman et avec Madame Sigaud. OK? La sexualité présente dès la naissance est naturelle et se développe tout au long de la vie. Dans les directives aux profs, permettre aux élèves de cet âge de développer une meilleure connaissance de soi, comme fille ou garçon, dans l'expression de leur sexualité. Miser sur le rôle positif de la sexualité et ne pas mettre l'accent uniquement sur l'aspect danger ou sur la prévention. Vous avez vu les âges? Un adulte peut lire ça et trouver ces éléments normaux, même sains. Mais ça n'a pas le même sens pour les enfants que pour un adulte. Ils n'ont pas la même maturité. L'activité sexuelle, c'est une affaire d'adulte, ce n'est pas pour les enfants. De plus, où est l'aspect spirituel? Où est l'aspect familial? Est-ce qu'on fait le sexe juste pour le sexe? Peut-être, mais pas à 8 ans. Okay? Et ça devient des choix d'adultes. Exprimer sa sexualité, pourquoi on dit ça aux enfants? C'est parce qu'on vise l'autonomie sexuelle. Le cours vise la quête au plaisir, la curiosité de l'exploration sexuelle. Reconstruire une vision de soi-même. Je vais trop lentement? Je m'excuse, j'y vais plus vite. Okay, Non, parce que la traduction ne suivra pas. Okay. On pose des questions pour mieux comprendre la sexualité. On s'affirme comme garçon, comme fille, avec ses préférences, ses champs d'intérêt, à 6-7 ans. À 8-9 ans, on demande à l'enfant de constater la sexualité dans son entourage, de voir comment ceci influence ses choix à 8-9 ans et sa façon d'être ou de penser, de comparer ses choix versus les stéréotypes. Remarquez l'agressivité de ces idéologues sexuels dans ce travail. On demande à l'enfant de s'affirmer comme garçon ou fille. On lui demande d'avoir des préférences. On ne lui parle pas de piano ou de théâtre. On demande d'identifier des champs d'intérêt dans un cadre de sexualité. 2 ans plus tard, on lui demande de comparer ses choix aux stéréotypes.
parce que les enfants doivent être malléables et flexibles. Hein? Ce n'est plus suffisant de prendre pour acquis qu'un garçon puisse avoir une sexualité masculine. Non, il lui faut transcender les stéréotypes. On demande à l'enfant de sortir de sa condition. C'est une ingénierie sociale. Je ne lis pas le reste. Bon, dans ce cours, prendre conscience que la sexualité comporte des différentes facettes. Tête, corps, cœur. Voici la redéfinition de la sexualité. Chaque élément est compartimentalisé. C'est beau, n'est-ce pas? Regardez le cerveau multicolore. Ce qui est curieux, c'est que selon les théoriciens du genre, la dysphorie de genre n'est pas une maladie mentale, et pourtant, ils ont mis l'identité de genre dans le cerveau. Eux-mêmes sont confus. Ces rêveurs arc-en-ciel, qu'est-ce qu'ils comprendront, nos enfants de 8 ans? On se dissocie de son corps de fille ou garçon. La sexualité n'existe qu'en partie, qui ne doivent pas nécessairement s'harmoniser. Même le sexe biologique reste à décider. C'est quoi ce symbole-là? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Je ne sais pas c'est quoi. Hermaphrodite. Je ne sais pas. Note au prof. Élargir la conception des élèves quant au rôle sexuel pouvant être exercé par les garçons et les filles au-delà des stéréotypes et favoriser le respect des différences. Dans la caricature, le prof dit « Alors, à quelle catégorie vous identifiez-vous » Et il y a tous les pictogrammes de tous les différents genres. Un des principes à l'éducation sexuelle est que les normes sociétales de la sexualité et du genre sont surtout basées sur des croyances religieuses qui seraient répressives et nuisibles à la santé. Elles sont restrictives, alors il faut les élargir pour favoriser le respect. La sexualité devient donc plus fluide, changeante et devient un choix à déterminer suite à l'exploration. Le coq qui dit « J'aimerais bien en pondre pour tout le monde, j'exige la ponte. J'aimerais bien en pondre, moi, des œufs, j'exige la ponte pour tous. » Les 8-11 ans sont plus flexibles. Ah voilà, le ministère de l'Éducation du Québec dit que les 8-11 ans sont plus flexibles à l'égard des rôles sexuels, mais qu'ils se gardent, ils évitent les comportements qui vont à l'encontre de ce qui est propre à leur sexe. Mais 2 ans plus tard, ou 10-12 ans, ils explorent plus facilement les rôles habituellement associés au sexe opposé, comparativement aux enfants plus jeunes, et peuvent reconnaître que les stéréotypes sexuels sont des références sociaux non obligatoires. Le gouvernement encourage ça. Je ne vais pas lire toutes les bulles, ok? Mais malgré la manière que c'est dessiné, ça vient directement du programme. On va lire. Pourquoi pas? Se conformer. Ok. L'influence que peut avoir les stéréotypes sexuels et les rapports harmonieux. Bon, l'influence, c'est se conformer dû aux exigences de comportement. Ça, c'est une influence. Une autre influence. Les stéréotypes créent des divisions entre les filles et garçons. Toute norme, conformité et stéréotype devient une restriction. Les jeunes doivent demeurer ambivalents. Et aucune idée fixe sur l'identité sexuelle n'est permise. Est-ce que c'est ça, une éducation saine de son identité? C'est évident, à mon esprit, qu'à force de discuter le sujet à si bas âge, on sème les graines du doute. Un autre principe qui dirige l'éducation à la sexualité est qu'il faut enrôler les jeunes dans le combat à l'homophobie, à la transphobie et l'hétérosexisme et former des défenseurs des droits sexuels. On leur inculque une mentalité de délation. On fait d'eux des justiciers sociaux. En anglais, social justice warriors. Hein? On demande aux enfants de 11-12 ans de discuter du rôle que tu peux prendre dans le respect de la diversité sexuelle, de ressentir de l'empathie et de dénoncer l'inégalité et la discrimination, et d'expliquer comment l'homophobie et le sexisme affectent les autres. Les dimensions variées de la sexualité. Bon, on va sauter beaucoup là, vous pourrez voir plus tard, mais les dimensions variées de la sexualité, valeurs, croyances et choix. Okay? Les autres, lisez-les pendant que je filme. C'est une entrave à l'autorité parentale. Le professeur dit aux enfants qu'ils ont besoin de liberté, parce qu'il y avait le besoin de liberté, le besoin d'explorer. Donc le professeur dit que vous avez besoin de liberté, vous avez besoin d'explorer, qu'il faut vous ouvrir l'esprit. Alors il comprend quoi? Qu'il a le droit d'explorer, il doit explorer, et que la vision de ses parents est composée de stéréotypes, et que les valeurs et les croyances sont une question de choix.
Consigne aux profs, certains jeunes ont des désirs sexuels, expérimentent la masturbation et ont des fantasmes sexuels. L'intervention, les consignes aux profs, favoriser chez les jeunes une meilleure connaissance des manifestations de l'éveil amoureux et de les rassurer dans leurs sentiments. Encore là, le ministère demande à ses employés de détruire les barrières naturelles en brisant les inhibitions. Et pourtant, certaines inhibitions sont bonnes et saines. Il faut avoir des inhibitions pour ne pas tomber. Qu'arrive-t-il à l'esprit d'un enfant quand son professeur lui met à l'aise de ne plus avoir d'inhibition? Est-ce la place au professeur de rassurer l'enfant quant à l'éveil de sa sexualité devant une classe de 30 élèves? De le mettre en quelque sorte à nu pour parler de ses expériences ou de ses idées les plus intimes? Pourquoi n'enseigne-t-il pas plutôt une maîtrise de soi en ces temps de puberté? Peut-on parler de vertu pour sauvegarder de tomber dans les abus? Peuvent-ils apprendre le respect et le besoin de se protéger psychologiquement des relations multiples? Je pose des questions à un groupe peut-être acquis, mais elles sont valables pour toute la société. Bon, les livres proposés par la CSQ, et ça c'est dans la même liste que tantôt, avec Papa porte une robe et mes deux papas, Jean a deux mamans. Ok, ce sont des livres suggérés, ok, on sait qu'ils sont déjà utilisés. Ceux qui veulent une référence, on a des références, des exemples concrets utilisés dans des écoles québécoises aujourd'hui, et le cours n'est pas encore obligatoire. Mais bien sûr, je suis un hétérosexiste pour dire ça. Alors stop, ok, je vous dis stop. Non, pas toi, ok. Ceux qui voudront fermer les yeux, après quelques mots, fermez les yeux, ok? Dans un instant, je vais vous dire. Rappelez-vous que lorsqu'on parle de santé sexuelle féminine, ce n'est pas juste une question de Tampax, ok? On parle de contraceptifs hormonaux et d'avortement. Je répète, je n'ai pas envie de parler d'avortement, mais ceux qui sont prêts à accepter, vous pouvez voir ces images-là. Les autres, non. Fermez les yeux maintenant. Souvenez-vous de cette dame qui vendait les avortements avec Family Planning tantôt. Carol Everett dit aussi, finalement, au secondaire, mon but était de les amener à être actifs sexuellement et de les mettre sur une basse dose de pilules contraceptives, dont je savais aller les faire tomber enceintes. Vous donnez une basse dose qui doit être prise tous les jours à la même heure. On sait bien qu'il n'y a pas un adolescent qui a fait la même chose tous les jours à la même heure. Everett a dit que le but était de s'assurer que chaque fille entre l'âge de 13 et 18 ans ait 3 à 5 avortements. Ça, c'est son objectif à elle et au Family Planning. Vous pouvez rouvrir les yeux. Bon, je ne vais pas lire ces choses-là, mais il y a des ressources qui ne sont pas dans le programme scolaire, des ressources pour les enfants qui sentent des problèmes, qui veulent se suicider ou autres, ou pour ceux qui ont comme Gay Écoute, Gris, Tel Jeune. Ce sont en général des bons services pour des enfants en souffrance. Mais le but de cette diapositive est de démontrer que le ministère fait référence à ces ressources externes, comme le réseau de santé sexuelle au Québec. Okay? Pas toutes les références sont bonnes. Eux viennent dans les écoles. Okay? Si vous pouvez lire, c'est un peu petit. Nous venons à vous. Ils arrivent et ils donnent des fusils âgés style pénis pour démontrer l'usage correct du condom. Bon, écoutez, à cet âge-là, on est quand même on vient de commencer le secondaire. Est-ce réellement nécessaire? Bon, le cours demande à l'enfant, explique comment les représentations de la sexualité dans l'espace public influencent ta propre représentation, attitude et comportement envers ta sexualité. Les normes projetées dans l'espace public, les normes, valeurs projetées dans ta famille et ton entourage. Exprime ta sexualité, respecte tes besoins sexuels et ceux de ton partenaire. À 14-15 ans, on n'aimerait pas que nos enfants aient des partenaires. Ça, c'est nous. Mais on revient sur les mêmes... Mais c'est une question de normes. On revient sur ces questionnements à propos des normes. On encourage continuellement à n'adhérer à aucune vérité. OK? Regardez vos valeurs et questionnez-les. C'est l'expérimentation. Le ministère de l'Éducation ne veut pas favoriser les relations hétérosexuelles. Okay? On n'est pas fou. Il faut lire leurs mots. Okay? Il faut lire leurs mots à eux. Ça vient du programme. Accompagner, à 12-15 ans, accompagner leur réflexion sur leur identité en tant que fille ou garçon et sur les effets nuisibles des versions traditionnelles de la masculinité et de la féminité. Est-ce qu'on est fou? Est-ce qu'on est fou pour se plaindre? Est-ce qu'on est fou?
c'est pas nous. Ces jeunes peuvent être plus flexibles et adopter des rôles de genre non stéréotypés. Mais après la puberté, ils sont confrontés à des pressions accrues de conformer à des rôles, attitudes et comportements plus traditionnels. Leurs décisions sont influencées par le désir de se conformer aux attentes reliées à leur genre et aux interactions garçon-fille pour ne pas être rejetés de leur père. Okay? Tout ça, c'est pour éviter la discrimination. Okay? En passant, pour moi, il n'y a pas de genre, il y a un sexe. Mais pour moi, ça, c'est de l'endoctrinement. Bon, pourquoi y a-t-il autant de normes sexuelles au-delà de la famille? Le programme dit, juste dans la section verte, exploration de nouvelles normes sexuelles au-delà de la famille. 12-13 ans. C'est une attaque à la famille. Pour les profs, grâce à des relations amoureuses, les adolescents gagnent en expérience pendant l'adolescence. Sans égard au sexe, à l'orientation sexuelle ou à la culture, elles fournissent, les relations sexuelles, amoureuses ils disent, elles fournissent un apprentissage qui construise leur identité en tant que partenaire romantique. Bon, objectivement, pour les adultes, tout ça, c'est vrai. Quand on a des relations amoureuses ou sexuelles, on gagne de l'expérience. Oui, mais quel jeune entre en relation sexuelle ou amoureuse pour gagner de l'expérience? Est-ce que c'est comme prendre sa première Mastercard et développer un bon crédit? Pourquoi on demande quand... le gouvernement va aussi dire, ils vont dire, ah non, on ne leur dit pas d'avoir des relations sexuelles. Okay? On dit, si vous allez avoir des relations sexuelles, ça va vous donner de l'expérience. Mais moi, je vous pose une question. Je ne veux pas prendre trop de temps, mais à 14 ans, une personne a eu des relations sexuelles. C'est quoi les chances qu'elle trouve l'amour de sa vie après ça? Hein? En anglais, on dit « been there, done that ». Bon, c'est des petits ballons, mais tout ça vient du programme. Une vie sexuellement active, ça s'apprend, 13-15 ans. Désir sexuel et fantasme, relations occasionnelles, relations protégées ou non. Excitation, orgasme, relaxation. Relation planifiée versus relation non planifiée. Sexe pour un soir. Bon, je ne vais pas tous les lire, vous pouvez les voir. OK? J'aimerais que vous regardiez celle qui est en vert, à gauche. S'affirmer et négocier le condom. Expliquez-moi comment un jeune de 13 ans négocie le port du condom. Pareil, comment gérer sa sexualité à partir de 13 ans? Okay, on retrouve les mêmes mots, négocier le port du condom, questionner son orientation sexuelle, attitude positive à l'égard du port du condom, contraception hormonale, regardez-les. Vous remarquez qu'il y a plusieurs considérations dans la gestion de la sexualité à 13 ans. La gestion, on doit gérer. Quelqu'un a vu le mot abstinence? À 13 ans, j'espère que quelqu'un va dire aux enfants de se retenir un peu. Mais ni dans cette section, ni nulle part dans le programme, voit-on le mot abstinence. On trouve les pilules hormonales, les capotes, le sexe sécuritaire, les maladies et affections, le droit à l'avortement, les préférences sexuelles, etc., mais pas l'abstinence. Et pourtant, s'il existe une diversité de solutions, il y a des diversités, ça devrait être au moins une des options. Sinon, c'est à la préconiser fortement. Vulnérable selon le ministère. Alors maintenant, dans les notes aux profs, le ministère lui-même dit les comportements sexuels à l'adolescence sont caractérisés par leur caractère sporadique et non planifié. Les adolescents de 15-19 constituent un des groupes les plus à risque de contracter une ITSS, infection transmise sexuellement et par le sang. Les cas de chlamydia chez les jeunes filles, c'est eux qui les disent, de ce groupe ont augmenté de plus de 250% depuis 2006. Le fait d'entrer tôt dans la vie sexuelle active augmente la vulnérabilité des jeunes au comportement sexuel à risque. Si rentrer dans l'activité sexuelle rend plus vulnérables, donc si le gouvernement reconnaît qu'ils sont plus à risque et plus vulnérables aux infections vénériennes, c'est quoi la vraie racine du problème? Pourquoi on commence le sexe plus tôt? Il y a d'autres choses à lire, mais je vais sauter. Bon, je vais lire je vais m'en garder aux sections roses telles qu'écrites. Ne pas mettre autant d'accent sur les risques associés au sexe, miser sur le rôle positif que joue la sexualité dans nos vies. Ça, c'est dans les notes aux profs de secondaire. C'est pas nos mots, c'est leurs mots. Miser sur le port du condom et les mesures contraceptives. Encourager le sexe sans risque.
encourager le sexe sans risque et la négociation du condom. Développer le jugement pour évaluer les risques. Comment gérer sa sexualité, les risques et les pratiques sexuelles. Ces enfants sont encouragés à rouler à pleine vitesse dans un corps en plein changement. Les hormones qui tapent, hein, tout change. Et je dis qu'ils sont encouragés parce que le texte ministériel dit, ok, qu'ils sont encouragés le sexe sans risque. Ils encouragent quand même. On n'encourage pas l'abstinence, mais le sexe sans risque. Selon le gouvernement, s'ils apprennent à développer un jugement et gérer les risques, il n'y aura pas à s'inquiéter, pourvu qu'ils sachent négocier le port du condom. Bien sûr, parce que le condom, ça bloque tout. Hein? Le condom n'est pas la panacée. Madame Reisman l'a mentionné avant, que ça ne fonctionne pas tout le temps. Ce n'est même pas recommandé par la FDA pour les relations anales. La sodomie, excusez-moi. Moi, je vous dirais que le virus du papillome humain, ok, n'est pas protégé par le condom. Ça, c'est certifié, c'est pas moi qui le dis. Okay? Et le CDC, c'est le Centers for Disease Control aux États-Unis. Hein, ça, c'est beaucoup plus gros que Santé Canada. Qu'est-ce qu'ils recommandent? Ils recommandent les relations monogames pour ceux qui ne pratiquent pas l'abstinence. Okay? Ça, c'est les solutions du CDC. Okay? Les droits sexuels comprennent le droit de choisir son partenaire, de contrôler son propre corps, de vivre des expériences sexuelles agréables, choisir librement tout moyen contraceptif, avoir accès à l'avortement, avoir accès à l'éducation sexuelle. Ce sont des principes généraux. Nous, on dit plus de sexe égale plus de MTS, plus de grossesse, plus avortement et plus de profit pour Big Pharma. Okay? La sexualisation précoce des enfants, okay, à travers ce cours, par exemple, et comme les dames nous ont démontré, c'est bon pour les artères, spécialement les entreprises pharmaceutiques. Oubliez l'abstinence, portez le condom. Le condom ne protège pas contre le VPH, papillome humain, mais c'est pas grave. Au Québec, on vaccine toutes les filles. Okay? C'est offert gratuitement depuis 2008, okay? En 4e année de primaire. Il l'offre maintenant aux garçons en passant, c'est offert. Ça, c'est un beau contrat. Hein. Je suis en immobilier, j'aurais dû peut-être rentrer en pharma. Hein. J'aurais aimé avoir ce contrat-là. Mais il y a aussi la business de l'avortement. L'avortement, c'est payé par nos impôts. Et on présente ça aux filles. Je ne parle pas des mérites ou pas des mérites de l'avortement, je laisse ça à Campagne Québec Vie. Okay? Mais c'est présenté comme une solution de santé. Okay? C'est quasiment comme porter un condom. S'il y a un problème, tu règles le problème. Okay? C'est une machine à sous, ça aussi. C'est payé par les impôts. Okay? Sans parler des cocktails de médicaments. Et qui a lu le journal il y a 2 semaines, le Truvada était dans tous les journaux. Okay? Le Truvada qui coûte 1100 $ par mois et qui fonctionne tellement bien, okay, que les communautés qui ont une prédominance, les gens qui ont le sida se sentent tellement en confort qu'ils ne portent plus le condom. Ils s'exposent eux-mêmes, parce que ça fonctionne tellement bien, c'est fini, ça marche, tu ne vas pas mourir. Donc, ils s'exposent à d'autres maladies, et c'est pour ça qu'on voit la syphilis, la gonorrhée, la chlamydia monter. Et ils infectent d'autres personnes aussi. Okay? Alors, il n'y a pas juste le Truvada, il y a tout un cocktail. Mais ensuite, moi je trouve que c'est un vrai désastre, c'est une catastrophe, c'est un problème de santé publique. Et là, on n'a pas parlé des problèmes mentaux et tous les médicaments qui traitent la dépression. Ok, sauter si j'ai pas le temps, sauter si j'ai pas le temps, sauter si j'ai pas le temps. Ça, c'est Coder qui voulait un cours d'éducation sexuelle pour les enfants de 0 à 5 ans. C'est très cohérent. Le Québec veut permettre aux enfants de choisir leur genre. J'arrive, c'est presque fini, merci de patienter. Québec veut permettre aux enfants de choisir leur genre. Au Québec, un enfant âgé de 14 ans ou plus pourra lui-même solliciter la modification du nom et la mention de sexe apparaissant sur son acte de naissance auprès du directeur de l'État civil. La ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, a salué l'adoption à l'unanimité, s'il vous plaît, par l'Assemblée nationale en juin 2016. Bravo, oui, bravo. C'est quand même fou qu'un enfant peut changer de sexe sans l'accord de ses parents.
Le planning familial, les cliniques d'avortement, le planning familial international dit bien, les limitations des droits sexuels doivent être non discriminatoires, y compris ceux basés sur l'âge. Bon, nos droits ont changé avec le temps. Ceux qui étaient impliqués au cours d'éducation et culture religieuse, éthique et culture religieuse, le savent bien. L'article 41 a été modifié. Il y a une perte des droits parentaux. Avant, les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit d'exiger que, dans les établissements d'enseignement public, leurs enfants reçoivent un enseignement religieux ou moral conforme à leurs convictions dans le cadre des programmes prévus par la loi. Aujourd'hui, les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit d'assurer l'éducation religieuse ou morale, vous pouvez l'assurer chez vous, de leurs enfants conformément à leurs convictions, dans le respect des droits de leurs enfants et de l'intérêt de ceux-ci. Alors j'ai une question pour vous. Qui est en mesure de juger des droits, d'exiger du respect et de chercher l'intérêt des enfants si ce n'est pas leurs parents? On a passé par la matière du cours. Parlons maintenant de sa nature, comment c'est machiavélique. Ces gens-là sont très intelligents, très très malins. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans cette chambre qui disait « Ah, ce cours, il se donne à mardi à midi, 1h45 pour une demi-heure tous les mardis. Je vais me présenter à l'école et je vais retirer mon enfant. » Non. Ce cours est de nature transversale. On donne 15 minutes en cours de mathématiques, 12 minutes dans le cours d'éducation physique, un peu en cours de langue, en cours d'histoire, parce qu'il faut voir tous les aspects. La nature transversale, elle est parsemée à travers les matières. Il n'y aura aucune possibilité de prévoir quand ces contenus seront donnés et dans quelle classe. Ils ont pensé à ça à cause du cours d'éthique et culture religieuse, parce que les parents s'étaient objectés. Ils ont appris des trucs, ils ont des équipes, ils ont des centaines de spécialistes. Les contenus obligatoires. Ce programme s'impose à la maternelle, au primaire, au secondaire. Il n'y a aucun refuge. Ne pensez pas parce que vous avez un peu d'argent que vous pouvez mettre votre enfant à l'école publique. Non, ça se donne dans les écoles publiques comme privées. On a vu que le programme est constitué principalement d'idéologie et non de biologie. Une idéologie obligatoire qui ne libère pas, mais qui accable les enfants de considérations adultes. Les exemptions ne sont pas permises parce qu'on a perdu le droit. Il y a eu des gens qui se sont battus, mais pas assez. On a vu beaucoup de choses aujourd'hui. Pas tout, bien sûr, parce qu'on a synthétisé beaucoup de matières. Je vous encourage tous de lire le programme vous-même. Ne nous croyez pas juste sur parole. Lisez. C'est sur le site du ministère. Bon, c'est MEES. Avant, c'était le ministère de l'Éducation. Mais je pense que c'est le ministère de l'Éducation et Enseignement supérieur. Quelque chose comme ça. C'est public. Si vous voulez bien jouer avec moi, faites un petit test. Lisez le programme. Essayez de trouver les mots « mariage ». Essayez de trouver le mot « union », même « union ». Il n'y a rien. Il n'y a pas le mot « mariage », il n'y a pas le mot « union », nulle part. Nous, on dit la relation traditionnelle homme-femme monogame est la meilleure. On le croit. Est-ce que vous le croyez? Oui. Refuser de reconnaître ceci, c'est priver injustement nos jeunes de ce qu'il y a de mieux. Cette hétérophobie n'a pas sa place dans une société dite évoluée. Je vais vous lire la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 16.3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Le Canada a signé ceci. Nous avons accepté ce principe. Comment ça se fait que le Canada ne poursuit pas en justice le gouvernement du Québec pour son programme qui va à l'encontre de ce principe-là? On a le droit, en tant que parents, d'être défendus. On a droit à la protection. Mais on a vu un cours qui appelle directement aux jeunes de défier l'autorité parentale
et de remettre en question les valeurs et les traditions de la famille. Le pape Jean-Paul II, c'est lui qui le dit, ces mots. L'éducation sexuelle, un droit et devoir fondamental des parents, doit toujours se réaliser sous leur conduite attentive, tant à la maison que dans les centres d'éducation choisis et contrôlés par eux. L'Église rappelle ainsi la loi de subsidiarité que l'école est tenue d'observer lorsqu'elle coopère à l'éducation sexuelle en se plaçant dans l'esprit qui anime les parents. Il y a d'autres qui se sont prononcés. Okay? Prenons le pape François. L'imposition, c'est le pape François qui a dit, en octobre 2016, l'imposition de la théorie du genre s'agit de la colonisation intellectuelle. Il colonise les peuples avec des idées qui cherchent à changer les mentalités et les structures, ajoutant « Mais il n'y a rien de nouveau, cela a été fait par les dictatures du siècle dernier », citant les jeunesses hitlériennes et l'œuvre nationale Balila. Ne me croyez pas, croyez sa sainteté. Pape Benoît XVI, la profonde fausseté de cette théorie du genre et de la révolution anthropologique qui est sous-jacente et évidente. C'est en 2012. Okay? Les évêques de Pologne ont déclaré que le concept du genre est profondément destructif pour la personne, les relations interhumaines et la vie sociale. Ils maintiennent que l'idéologie du genre est profondément enracinée dans le marxisme et le néo-marxisme. Ils ont fait appel à la population de la Pologne d'y résister. Et maintenant, les évêques d'Alberta, je crois qu'ils ont les mains un peu moins liées que les nôtres. Les évêques d'Alberta ont fermement refusé, pour être juste, leurs droits constitutionnels canadiens n'ont pas été révoqués. En Alberta, comme dans toutes les autres provinces du Canada, sauf le Québec, bien sûr, en Alberta, il y a des commissions scolaires confessionnelles. Alors, les évêques d'Alberta ont fermement refusé ces contenus en déclarant qu'ils ne veulent absolument pas de cet enseignement dans les écoles catholiques. L'évêque de Calgary, Monseigneur Fred Henry, a écrit une lettre pastorale qualifiant le nouveau guide de l'éducation à la sexualité de totalitaire. Okay? J'ai des références, dont celle du pape Benoît, on l'a tirée du site web du Vatican. Okay? C'est sérieux. On achève, merci d'être patienté, on achève. Une idée, pour rappeler un peu mes racines. Les nations ont pu survivre à une multitude de catastrophes, d'invasions, de famines, de tremblements de terre, d'épidémies, de dépressions, mais ils n'ont jamais pu survivre à la désintégration de la famille. C'est Mikhail Novak, auteur, philosophe et diplomate. Et c'est la dernière, le supplice est fini. Et merci d'avoir pris le temps d'écouter. J'espère que ça a été utile. Merci à Gina d'avoir créé cette présentation. Je n'ai fait que l'adapter, son travail merveilleux, et le présenter. Finalement, en guise de prière de fermeture, j'aimerais lire ce passage biblique, Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et même lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas.